quand je veux. Ok. Le son, c'est bon? Ok, donc bonjour à toutes et tous. Donc voilà, on m'a demandé de vous parler du non-marchand. Alors, pas du tout une critique, mais la demande est arrivée la semaine dernière, donc j'ai dû préparer le document que je vais vous présenter ici en peu de temps. Je vais vous faire une présentation surtout institutionnelle. Donc voilà, comment Roger vous l'a dit, je suis conseiller au cabinet du ministre qui a en charge l'économie, principalement dans ses compétences. Et c'est une vision principalement institutionnelle que je vais vous faire du non-marchand. Je vais quand même essayer de donner un minimum de chair à cette matière. Bon, quand on entend non-marchand, évidemment, il y a première chose qui choque, en tout cas qui interpelle. Non-marchand, ça renvoie à un terme plus positif qui est le marchand. Il y a comme s'il y avait une distinction très claire entre ce qui relève des logiques qu'on va appeler économiques, fabriquer des produits, fabriquer des services, les vendre contre une rémunération et développer une activité économique. Non-marchand, ça renvoie finalement directement à ce qui ne relève pas de ça, ce qui ne relève pas des logiques de marché. Donc on ne va pas produire de biens, on ne va pas produire de services dans le but de les vendre et d'en vivre, ou en tout cas de faire vivre une structure ou une entreprise. Alors en préparant le document que je vous propose aujourd'hui, j'ai trouvé beaucoup de définitions du non-marchand. Il y en a vraiment beaucoup. C'est celle qui me semblait être a priori la plus globale, la plus juste dans l'esprit. Donc les activités non marchandes sont celles qui correspondent aux critères suivants: être d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel, ne poursuivre aucun but lucratif. On reviendra peut-être sur ces mots-là. Le but lucratif, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'activité lucrative. C'est le but, l'objectif de l'activité qui ne peut pas rapporter, de faire du bénéfice, ou en tout cas de faire du bénéfice pour ceux qui sont promoteurs du projet. Et répondre à des besoins collectifs qui autrement n'auraient pas été rencontrés. Bon, c'est une définition, encore une fois, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui me semble assez bien répondre à la plupart des projets qui relèvent de ce qu'on appelle le non-marchand. Il manque un petit point dans cet aspect. Et là, je vous fais une référence à la loi de 1921 qui organise les fondations, les ASBL et aujourd'hui les ASBL internationales. Donc c'est une vieille loi finalement, elle a presque un siècle, et elle reconnaît tout ce qui est ASBL. Alors vous voyez déjà que je rétrécis le champ du non-marchand à la logique ASBL, fondation et éventuellement ASBL international, que je ne vais pas aborder ici. Pourquoi? Parce que tous les services publics, a priori, l'endroit où vous êtes aujourd'hui, une école, relève d'une logique non marchande. En tout cas, les cours qui vous sont donnés ne sont pas faits pour rapporter un bénéfice à des actionnaires qui seraient propriétaires de l'école. Donc, j'enlève déjà tout ce qui est logique des services publics en tant que tels pour vraiment me concentrer sur le secteur associatif et donc les ASBL. Pour compléter la définition qui vous a été donnée tantôt, qui vous a été proposée tantôt, il y a aussi un autre aspect qui n'est pas abordé dans cette définition et qui est une réalité très forte dans le secteur associatif, d'autant plus dans le secteur associatif vraiment local, voire infra-local. Ces ASBL, ces structures-là, les structures du non-marchand sont mises en place souvent pour donner une personnalité juridique à des projets qui nécessitent le fait de devoir poser des actes juridiques, administratifs, de devoir gérer de l'argent pour un collectif, sans que nécessairement on ne soit encore une fois dans une logique de vente de services, de prestations, en tout cas dans une logique d'entreprise. Vous avez quelque part les individus qui veulent organiser un événement quelconque où ils sont dans un club
un club sportif qui n'a aucune ambition professionnelle, eh bien, ça nécessite de devoir poser un certain nombre d'actes administratifs. Prenons le cas du club de sport, eh bien, il y a des assurances à contracter, il y a éventuellement des locations de salles, il y a peut-être de l'achat de matériel. Ben, tout ça, si on n'a pas une structure qui permet de contracter ces actes, ben c'est forcément les individus qui sont derrière, qui doivent le faire et qui sont éventuellement responsables pour compte du projet des mauvaises gestions ou des erreurs qui seraient commises. Donc au-delà de la première définition qui est de mettre en œuvre un projet à finalité sociale, culturelle, d'utilité publique, machin, etc., il peut aussi, et c'est une large majorité des ASBL, simplement un projet local, collectif, et qui n'a pas pour but de faire de l'argent, de faire du pognon. Mais par contre, il est nécessaire de faire une structure juridique pour poser un certain nombre d'actes. Alors, la loi de 1921, donc, qui a été revue en 2003, de manière assez forte, c'est un cadre extrêmement souple, extrêmement large. Il faut un objet social. Donc, qu'est-ce que c'est un objet social dans une ASBL? Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ça dans une ASBL ou quoi. Pardon? C'est ça, ce qu'elle va faire. Dans une entreprise, vous avez un objet social, fabriquer des chaises, fabriquer des tables, des ordinateurs. Dans une ASBL, vous avez la première article dans une ASBL, c'est toujours ça qu'il faut regarder en premier. Je vous invite vraiment, si vous faites des enquêtes sur les ASBL ou si vous travaillez, c'est vraiment aller voir les statuts, ils sont publics. Ils sont sur le site du moniteur belge, dans une des annexes. Toutes les ASBL sont tenues de publier leurs statuts et de publier les modifications statutaires qu'elles font. Quand vous enquêtez sur une ASBL, c'est d'aller voir vraiment les statuts et la première chose, voir l'objet social. Qu'est-ce que les fondateurs de cette ASBL se sont donnés comme objectif pour le projet. Donc, un objet social qui ne peut pas avoir de but lucratif. Je reviens là-dessus, ça ne veut pas dire que l'ASBL ne peut pas développer d'activités lucratives. Une ASBL qui collecte des fonds pour faire des colis alimentaires ou pour soutenir un voyage d'étudiants, je ne sais pas, dans le cadre d'une coopération au développement, vous allez vendre des gaufres, des bics, que sais-je. C'est une activité lucrative, mais le but, ce n'est pas pour enrichir quelqu'un, c'est pour permettre de réaliser un projet. C'est vraiment important comme différence. Les administrateurs, toujours dans le même esprit, ne sont pas rémunérés et ne peuvent pas être rémunérés. C'est contraire, c'est vraiment quelque chose qui là, pour le coup, est vraiment très important. Il n'y a pas besoin de notaire. Quand vous voulez faire une société, une entreprise, vous devez déposer des actes auprès d'un notaire qui va vérifier que ce que vous racontez dans vos statuts, que ce que vous prévoyez de faire est bien conforme au Code des sociétés. Ici, vous faites vos statuts, il y a des modèles types qui existent sur Internet ou dans n'importe quel bouquin, vous remplissez les statuts types, vous allez au tribunal de commerce et votre ASBL, vous payez 150 € et votre ASBL existe, il n'y a pas de problème. Alors, dernier petit aspect pour bien montrer le caractère non lucratif de ces projets. Imaginons que l'ASBL se termine pour des raisons X, Y ou Z, peu importe, le club de sport là, se termine parce qu'il n'y a plus d'adhérents. Eh bien, on paye tout ce qu'on doit, les dettes éventuelles, enfin les factures qui restent, et il reste des sous. Eh bien, cet argent-là ne peut pas être distribué aux personnes qui ont fondé l'ASBL. La loi impose que le boni de liquidation soit versé à une ASBL à l'objet social similaire. Donc, reprenons l'exemple du club de sport, le boni de liquidation il devrait être versé à un autre club de sport le plus près possible, en fonction de ce que les fondateurs souhaitent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, n'hésitez pas. Alors, la loi de 1921, c'est un petit peu pour la boutade, elle fixe 3 types d'ASBL. Alors, ils ne sont pas foulés, les petites, les grandes et les très grandes. Alors, il y a 3 critères pour déterminer les petites, les grandes et les très grandes. C'est le nombre de travailleurs permanents dans la structure, le volume de recettes
donc le chiffre d'affaires, on va dire, que la SBL génère par an, et son bilan, c'est-à-dire son patrimoine, si elle est propriétaire de bâtiments, etc. En fonction de la taille de la SBL, ça aussi c'est un point quand même important à regarder si vous regardez des ASBL, en fonction de la taille des ASBL, les obligations comptables et notamment en termes de publication de comptes seront plus importantes. Plus la SBL est grande, plus les obligations de transparence sont importantes. Et alors, point important qui a été modifié également par la loi de la modification de la loi en 2003, c'est la responsabilité des administrateurs. Contrairement à ce qu'on pense, je ne sais pas si vous êtes vous-même impliqué dans des ASBL ou si vous avez des proches ou des parents qui sont impliqués dans les ASBL, souvent on se dit bah, une ASBL, je suis administrateur, c'est pas grave. Enfin, c'est pas, ça marche ou ça ne marche pas, c'est pas important. Ce n'est plus vrai. Depuis 2003, les administrateurs, la responsabilité des administrateurs est pratiquement équivalente à la responsabilité d'administrateurs de société. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une ASBL? Je vais essayer d'accélérer un peu. On l'a déjà vu, mais ça permet de structurer les 3 types d'ASBL que je vous propose d'examiner plus en détail. 1. Donner une personnalité juridique à une activité non lucrative en faveur des membres du projet. Encore une fois, on est 5 ou 6, on a un projet, il nous faut contracter un certain nombre de choses, il faut un compte, aller dans une banque, ouvrir un compte, ok, on fait une ASBL. Deuxième point, développer un projet à finalité sociale ou culturelle, mais de manière non institutionnelle. C'est-à-dire que, premier exemple ici, ça ne concerne que ceux qui ont décidé de s'intéresser au projet. Ici, ceux qui ont décidé de s'intéresser au projet sont moteurs du projet, mais leur finalité est bien de fournir un service à la collectivité, ou en tout cas à un cercle plus large que ceux qui sont impliqués au départ. Et troisième point, on est encore un cran plus loin, ce sont des projets qui ont une finalité effectivement non lucrative, une finalité sociale, mais elle est strictement institutionnalisée. On va voir ce que je mets, c'est mon PowerPoint, je l'assume uniquement mais pleinement tout ce qui est indiqué, ce qu'on met derrière le mot institutionnel. Alors je reprends le premier exemple, donc activité, je ne sais plus ce que je disais, activité à but non lucratif essentiellement en faveur des membres. Qu'est-ce qu'on va trouver? Les clubs sportifs, comme je vous l'ai déjà dit, les services clubs, genre les Lions Club, Kiwani, c'est des exemples, hein, il y en a des milliers, mais c'est là-dedans qu'on peut mettre. Les associations folkloriques. Donc le but de ces ASBL, c'est de pouvoir réaliser un certain nombre d'actes, encore une fois contractuels et financiers, sans engager de responsabilité individuelle. Les bénéfices des actions font parfois l'objet d'un don, donc voilà l'exemple de Kiwanis Club ou de Lions Club, ils font des activités, ils font des soupers, il y a les cotisations des membres et le bénéfice qu'ils ont sert en général à financer des projets autres. C'est ce que je vous disais, donc ils n'ont pas de subvention, très rarement, et ce sont les dons et les activités, un petit peu les soupers ou quoi, qu'ils font, qu'ils leur apportent des... ouais, j'ai mis vente de gaufres, de bics, excusez-moi, je suis un peu pollué par ça. Mon beau-fils vient de partir au Rwanda, il a dû vendre des gaufres et organiser des soirées karaoké pour pouvoir faire des sous. C'est pour ça que les exemples étaient faciles. Alors, le but n'est pas de grandir, n'est pas de se développer, n'est pas de développer une activité. Le but, c'est de rencontrer les besoins et les attentes des membres. Et leurs besoins en gestion est extrêmement limité. Ils ont quoi? Quelques centaines, quelques milliers d'euros. Je sais bien que parfois ça peut paraître beaucoup, mais pour une association, c'est peu. Donc ça ne demande pas une gestion ni professionnelle, ni qui demande beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je mets amateur. Ce n'est pas péjoratif dans le sens amateur, où c'est quelqu'un qui est plus mauvais. C'est que ça ne demande pas de compétences professionnel, stricto sensu, vous ne devez pas avoir un comptable ou ce genre de choses pour faire ce type d'activité. Alors donc vous vous rappelez les activités, les structures qui ont un ancrage local et qui développent une activité à finalité sociale ou culturelle, mais non institutionnelle. Ça veut dire quoi? Elles vont proposer des services à la collectivité, donc concrètement à travers des événements ponctuels, ou en tout cas qui ne demandent pas un travail tout le long de l'année nécessairement, théâtre amateur par exemple. Ça peut être aussi de la collecte, la distribution de colis alimentaires ou de biens de seconde main. Et ça peut être aussi, c'est là qu'on va trouver, les associations à orientation politique. Qu'est-ce qu'on vise là-dedans? Je ne sais pas si vous connaissez ATTAC, je suppose.
l'association qui a été mise en place il y a une quinzaine d'années pour promouvoir la taxation des transactions financières à l'échelle du monde, mais en tout cas européen, c'est une ASBL qui est composée essentiellement de militants dont les activités sont ponctuelles. Ils font quoi? Ils font des conférences, ils font des débats, ils publient des brochures, des trimestriels, etc. L'essentiel de leurs ressources, c'est le travail de militants, de bénévoles, des personnes qui sont impliquées dans le projet au départ. Alors ces associations-là peuvent avoir du personnel, ponctuellement, des aides à l'emploi qu'elles ont pu avoir à droite ou à gauche, et en fonction des moyens qu'elles réussissent à générer. Mais l'essentiel, c'est ça qui est un point important ici, dans ce chapitre, c'est que les ressources dont disposent ces structures, c'est des ressources bénévoles, c'est de l'implication des personnes dans le projet. Comme je vous disais, donc les ressources sont essentiellement constituées de dons et de subventions. Donc les exemples, vous avez Oxfam. Même si c'est une grosse ASBL qui a beaucoup de subventions, je l'ai quand même mise là. Pourquoi? Parce que le réseau de travailleurs d'Oxfam est essentiellement constitué de bénévoles. On aurait pu mettre la Croix-Rouge aussi, où on est vraiment sur le même type de structure, c'est-à-dire une partie du personnel permanent, mais aussi une grosse implication de bénévoles dans le projet. Merci beaucoup. Et attaque, comme je l'ai déjà dit. Alors, troisième point, toujours pas de questions? Je vais essayer de donner de la chair aux ASBL qui vont suivre. Donc, on aborde les ASBL qui sont vraiment institutionnalisés, qui sont à la limite des services publics. La différence entre ce qu'elles font et un service public, beaucoup de dirigeants d'ASBL me frapperaient s'ils entendaient ce que je suis en train de vous dire, mais la différence ne tient que d'un côté, on a des gens élus du conseil communal pour gérer le service public, et de l'autre côté, on a des administrateurs issus de la société civile. Mais fondamentalement, les services qui sont proposés sont la mise en œuvre de services publics, c'est-à-dire rencontrer un besoin, identifier et une logique de financement, de redistribution de richesses par rapport à certains besoins, certaines populations en fonction des priorités décidées par le politique. Et c'est une caractéristique importante. Donc elles sont agréées par les pouvoirs publics, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi, elles ont des obligations en regard de l'agrément et elles ont évidemment les subventions qui leur permettent de mettre en œuvre ces missions. Elles ont, là le côté bénévole, je ne vais pas dire a complètement disparu, mais en tout cas est tout à fait anecdotique. La réelle force de travail de ces structures, c'est du personnel permanent qui est engagé par la structure. Alors, de nouveau, cette répartition n'appartient qu'à moi. Voilà, ce n'est on pourrait sûrement critiquer et décliner ça autrement. Mais pour moi, il y a 4 secteurs fondamentaux dans les ASBL institutionnalisés. Tout ce qui relève du domaine de la santé, les aides familiales, les personnes qui passent chez les personnes âgées pour les repas, pour les bains, pour 36 choses, le renouvellement des médicaments, des pansements, ce genre de choses, tout ce qui est aide à domicile aux personnes handicapées, avec soit on va de l'hébergement pratiquement 24 heures sur 24 à des structures à la limite de l'activité économique que sont les ETA, les entreprises de travail adapté. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, ce sont des entreprises. Village numéro 1, vous avez déjà entendu parler, ça à Braine-l'Alleud. C'est une ASBL, c'est une ASBL de 1000 personnes, où il n'y a quasi pas de bénévoles, mais le personnel est payé, et l'objectif de cette ASBL, c'est d'engager de manière prioritaire des personnes handicapées. Deuxième activité, l'accueil de l'enfance, donc tout ce qui est les crèches, des projets du FES, que je ne vais pas rentrer dans les détails, les écoles de devoir. Le social, pur, dur, lourd, c'est là sans doute que les situations sont le plus difficiles, et que pour les travailleurs sociaux, la pression des difficultés des personnes qu'ils ont en face d'eux est sans doute la plus lourde. Donc on a encore une fois quelques exemples, ce n'est pas du tout exhaustif. Tout ce qui est médiation de dette, ça c'est vraiment quelque chose qui est
extrêmement difficile. Tout ce qui est aide au logement également, on est face souvent à des situations, mais je crois que quelqu'un vous en parlait, ben voilà, c'était pas fait exprès, mais voilà. L'aide au logement, donc des situations de détresse souvent où il faut faire face à des situations d'urgence, j'imagine, avec des points très lourds. L'aide aux sans-papiers, etc. Quatrième point, tout ce qui est socio-professionnel, c'est un peu une continuité du social. J'ai voulu peut-être en faire une catégorie un peu à part, je suis plus issu de ce secteur-là. Donc formation pour demandeurs d'emploi, peu qualifiés, etc. Et alors tout ce qui est culture, avec un grand ou un petit C. Donc les centres culturels, en général, en communauté française en tout cas, sont tous des ASBL. Ou alors des CEC, des centres d'expression et de la créativité, mais aussi plein de petites ASBL qui existent à droite, à gauche, dans tous les coins, qui font beaucoup de beau boulot. Pris quatre exemples. Pour illustrer, essayer de donner un petit peu de contenu. Ce sont des exemples à peu près tous liégeois, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps d'en chercher d'autres, mais ça existe partout évidemment. Donc premier projet, l'ASBL Revers, Siagef, qui est dans le quartier nord à Liège, pour ceux qui connaissent. C'est un projet tout à fait innovant au niveau de la santé mentale et de traitement psychiatrique. Donc ils ont vraiment une approche complètement innovante de la psychiatrie qui est beaucoup plus intégrée dans la ville et dans les quartiers, non pas enfermée dans des murs. C'est vraiment quelque chose de très particulier et qui est reconnu notamment au niveau international, hein, cette ASBL-là, par la qualité de son travail. Au niveau social, une APL c'est quoi? Une agence de promotion du logement. La maison se situe en région liégeoise à une vingtaine de kilomètres. Et qu'est-ce que fait cette APL? Eh bien, y a des gens qui ont des personnes des particuliers qui ont des biens et qui veulent les louer. Parfois qui ont du mal à le louer. Puis quand on loue un bien, ben, il faut l'entretenir, faut aller faire l'état des lieux quand le nouveau locataire arrive, il faut aller faire quand il part, etc. Ben, évidemment, la facilité, c'est de pouvoir déléguer tout ça à une agence immobilière. Point. Eh bien, pour les personnes qui voulaient éventuellement faire un petit geste social, on va dire, par rapport à une autre clientèle, ben, ils s'adressent à une agence immobilière sociale ou une agence de promotion du logement qui va chercher des personnes en situation précaire pour pouvoir occuper ces logements, et en contrepartie, le particulier qui loue son logement est garanti d'un revenu peut-être plus faible que ce qu'il espérait, mais il est garanti de percevoir le loyer pendant toute la durée du bail, ce qui n'est pas le cas par rapport à une autre agence immobilière, par exemple. Donc là, on a vraiment des structures qui, sur le terrain, des ASBL, s'occupent de cette médiation pour répondre, en partie en tout cas, au problème du logement. Un projet socio-professionnel, donc l'ASBL Format, qui est à Namur et qui s'occupe essentiellement de femmes peu qualifiées, demandeuses d'emploi de longue durée, culturelles, sans culturel. Là, je vais passer ce point-là parce que j'arrive déjà à la demi-heure. Donc entre 75 et 80% des frais dans une ASBL, quand elles sont institutionnalisées, c'est 80% de frais de personnel, évidemment. Elles ont des ressources propres, des recettes, elles vendent des choses, parfois. Alors, peut-être un point quand même ici, sur les fausses, les semi-vrais et l'ES, donc l'économie sociale. Le domaine sur lequel je travaille au cabinet du ministre, c'est sur l'économie sociale, c'est pas le non marchand. On verra. Alors, peut-être sur les fausses, c'est pour ça que je vous invitais, même si y a beaucoup plus de vraies bonnes ASBL que de fausses, il faut le reconnaître, il y a des fausses aussi. Ben, on l'a vu, c'est très facile de faire une ASBL. On écrit vite, on se met ici à 5 ou 6, on se met sur un coin de table. Je peux vous assurer qu'en 10 minutes, les statuts de la SBL, ils sont faits. Donc c'est très facile, il n'y a pas de notaire, etc. Il n'y a pas de capital à mettre. Quand vous faites une société, quelle que soit la forme de société, il y a toujours un capital à apporter. Pour une ASBL, pas. Donc on peut avoir des projets qui ne sont absolument pas sans but lucratif, qui sont même à vocation très lucrative et qui utilisent cet outil pour développer leur activité. Alors, les ASBL sont très contrôlées quand elles reçoivent de l'argent public. Elles sont très contrôlées pour ça. Et malgré ça, il y en a quand même qui réussissent par là. Mais
Les ASBL qui ne reçoivent pas d'argent public sont là, au contraire, très peu contrôlés. Donc c'est effectivement une niche qui a été corrigée fortement en 2003. Il y a vraiment eu des règles plus importantes. Mais encore une fois, faire une règle dure, mais ne pas se donner les moyens de la contrôler, ça ne s'appelle pas une règle, ça s'appelle un vœu pieux. Et on est ici, c'est quelque chose qui est déposé au ministère de la Justice, donc personne ne contrôle beaucoup, il peut y avoir un biais. Les semi-vrais, deuxième tiret. Pourquoi est-ce que j'appelle ça les semi-vrais? Parce qu'en particulier dans le domaine de la création artistique, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de développer leur activité, d'en vivre, mais qui n'ont pas... L'activité n'est pas suffisamment lucrative pour pouvoir être indépendant. Pensez aux jeunes musiciens, aux jeunes créateurs, aux jeunes artistes, etc. Ce n'est pas suffisant pour en vivre en tant qu'indépendant et ils n'ont pas le capital pour faire une société, pour être protégés. Donc, effectivement, on a toute une galaxie de personnes, de jeunes créateurs, que ce soit dans le domaine artistique ou autre, qui utilisent ce statut d'ASBL pour pouvoir quoi? Pour pouvoir démarrer leur activité. Alors on sait qu'il y a, vous connaissez à peu près tous l'entreprise Smart, je suppose, qui permet d'avoir mis en place un projet de statut d'artiste réel. Ça a permis de répondre en partie à ça, mais c'est une réalité. On a aussi dans les ASBL une espèce de zone, je ne vais pas dire grise parce que ça serait péjoratif, parce qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais en tout cas de zones de flou entre l'activité économique qui se développe tout doucement à travers ce statut qui est le seul qui permet de faire ça. Et alors un point, le non marchand, ça c'est une petite marotte, on va dire que vous n'en avez rien à foutre, mais tant pis, entre le non marchand et l'économie sociale, donc c'est-à-dire développer une activité économique avec un autre objectif que la rémunération du capital. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'économie sociale? C'est essentiellement ce qu'on appelle les coopératives et les sociétés à finalité sociale. Qu'est-ce qui distingue une coopérative d'une société anonyme? La gestion démocratique, de 1. Dans une société anonyme, vous amenez 90% du capital de départ, vous avez 90% des voix. Donc autrement dit, les 10% qui restent n'ont pas grand-chose à dire. Dans une coopérative, il y a le principe, bon, on peut ergoter si vous voulez, on peut y revenir, c'est le principe un homme, une voix. Quel que soit le capital apporté, c'est l'investissement personnel qui compte. Et les dividendes, encore une fois, dans une société anonyme, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Toutes les sociétés anonymes ne sont pas des requins et toutes les coopératives ne sont pas des anges. C'est une gamme de gris. Donc, dans une société anonyme, 90%, vous avez 90% des parts, vous avez 90% des bénéfices. Dans une coopérative, l'essentiel des bénéfices va être affecté à autre chose, à un projet à finalité sociale ou à la primauté du facteur travail sur le capital, c'est vraiment le travail et l'implication des travailleurs qui va être pris en compte. Alors, conclusion, je suis vraiment désolé de faire vite et de ce point de vue institutionnel, mais vraiment le point sur c'est vraiment les questions que je me suis posées en faisant ce document, c'est impossible de faire une présentation du non-marchand. C'est une galaxie pas possible, il y a autant de types d'ASBL qu'il n'y a d'ASBL. Il y a des points communs parfois entre secteurs, comme je vous l'ai dit, le culturel, le social, etc. etc. Mais fondamentalement, elles sont toutes différentes. Donc il faut vraiment, si vous regardez, si vous travaillez sur ce sujet-là, il faut bien prendre ça en considération, de voir quelle est la particularité de l'objet sur lequel vous travaillez. Et alors, suggestion peut-être, on entend souvent, on peut voir dans les médias ou dans l'opinion publique, l'association, c'est des subventions, on ne sait pas bien à quoi ça sert, ça coûte cher, c'est beaucoup de budget, dans période d'austérité dans laquelle on est évidemment. On sait que ce sont les budgets culturels et sociaux qui, c'est une réalité, qui morflent en premier. Peut-être qu'un point de vue journalistique intéressant, une association a un impact social.
la SBL qui distribue des colis alimentaires, qui fait la médiation entre des propriétaires et des personnes qui sont en recherche de logement sans avoir nécessairement beaucoup de moyens, elles ont un plus social. C'est extrêmement difficile à évaluer, ce plus social. Il y a des recherches déjà qui ont été menées là-dedans, c'est pratiquement impossible à évaluer. Mais par contre, au cas par cas, ça peut peut-être être un sujet intéressant de dire, ben tiens, cette association que je regarde, si elle n'existait pas, quel serait le coût ou les coûts pour la collectivité, pour la société, si elle arrêtait de faire son travail social, si la crèche arrêtait de proposer de l'accueil de l'enfant, si l'école de devoir du quartier disparaissait. Quelles seraient les conséquences organisationnelles des personnes qui bénéficient de ce service et quelles seraient aussi les conséquences économiques? Les personnes qui ont besoin des colis alimentaires, si on leur distribue le colis alimentaire, ça a une réelle incidence économique sur eux. Ça peut peut-être être un sujet d'attaque, un angle d'attaque en tout cas par rapport à votre travail. Voilà. Parfait. Donc, ça va. Pas parce que c'est fini. Avant de passer aux questions des étudiants, je voudrais te demander deux choses. J'aimerais que tu dises aujourd'hui aux étudiants qu'est-ce que c'est concrètement les menaces qui pèsent sur le non-marchand, parce qu'on entend souvent ça dans la presse. Et deuxièmement, en tant qu'expert dans le domaine, qu'est-ce que tu attendrais d'un portrait photographique du domaine? Qu'est-ce qui pèse comme menace sur le non-marchand? Les menaces sur le non-marchand, elles ne concernent qu'on va dire que ce qui relève des politiques publiques, où on sait dans le cadre de politiques d'austérité dans lequel on est, les moyens ne diminuent pas nécessairement en valeur absolue, mais diminuent en manière relative. Donc on n'indexe pas le budget, par exemple. Il faut savoir qu'une structure qui a moyens constants, ses ressources restent constantes, si elle a du personnel, nécessairement ses dépenses augmentent. Donc c'est un gap de 2%, 3% par an. Au bout de 3 ans, vous avez 10% d'augmentation de vos dépenses. Donc un des problèmes, c'est celui-là. L'autre danger du non-marchand, et un petit peu de l'économie sociale aussi, ça c'est un danger historique. Toutes les inventions qui ont été mises au point, pas toutes, en tout cas beaucoup d'inventions qui ont été mises au point dans une logique non marchande, à partir du moment où le modèle économique qui les soutenait a pu fonctionner, ça a été récupéré par le marché. Et ça, c'est un réel enjeu. Un seul exemple, je vais essayer de prendre un qui vous parlera le plus. Les titres-services. Vous connaissez les titres-services, hein, donc c'est les chèques qu'on peut acheter, on paye 9 € et on peut engager, enfin, on peut avoir quelqu'un, une ménagère, qui, pour rappel, bénéficie d'un vrai contrat de travail, d'une vraie protection sociale, elle cotise pour sa pension, elle a des congés payés, enfin bref, c'est un vrai contrat de travail. Pour 9 € de l'heure, bon. Les premières initiatives de ce type ont été prises par le secteur associatif et par les pouvoirs publics. Des CPS comme celui de Liège avaient notamment des projets d'aide ménagère financés comme ça. Et il n'y avait personne, aucune boîte du privé qui pouvait s'intéresser à ce sujet-là. Enfin, je veux dire, aller nettoyer chez les vieux, on ne va pas faire de pognon avec ça, quoi. Personne ne s'en occupait. Jusqu'à ce qu'on mette en place le système des titres-services et qu'on se rende compte que, ouais, il y avait de la marge, il y a un intérêt à faire. Eh bien, aujourd'hui, concrètement, en Wallonie, excusez-nous, la résistance du non-marchand, en tout cas la finalité sociale, est encore bonne, puisque 50% du marché reste occupé par des CPS, des ASBL ou des sociétés à finalité sociale. Mais à Bruxelles ou en Flandre, on a 90 à 95% du marché qui est occupé par l'intérim. Alors que les entreprises intérimaires ne s'étaient strictement jamais intéressées à ce sujet. Donc l'enjeu, c'est plutôt de voir les innovations. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples dans le domaine du recyclage et déchets. Recyclage et déchets, on ne fait pas d'argent avec des déchets.
jusqu'à ce que certains projets, certaines associations ont commencé à récupérer les projets, les déchets, pardon, à les recycler et à les remettre en vente. Ah ben tiens, on peut faire de l'argent. Ben, comme par hasard, bam, on a les gros groupes actifs dans le secteur du recyclage, quoi, qui se sont vraiment positionnés pour vraiment reprendre tout le marché. Donc l'enjeu, il est en termes de subventions, mais il est aussi en termes de risque de marchandisation de toute une série de services qui ont été mis au point par le non-marchand. Alors qu'est-ce que j'attendrais d'un projet, un regard journalistique ou photographique? Ouais, ça c'est difficile. C'est difficile. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez en photo pour ça. J'aime beaucoup la photo, mais je suis amateur mais pas connaisseur de photo, donc je suis désolé. J'espère que vous avez des questions. Sinon, j'aurais vraiment l'impression que c'est quoi ces SBL qui sont, que les privés aimeraient bien récupérer? Vous avez des exemples à part les titres services, quelque chose d'autre? C'est pas des ASBL en tant que tel, c'est plutôt des segments d'activité. Okay. En fait, c'est logique. Chaque fois qu'il y a de l'argent qui se dégage, le capital veut le récupérer. Oui. C'est vraiment... Pour un exemple assez ancien, moi, qui me tient beaucoup à cœur, les coopératives. Aujourd'hui, on en reparle un petit peu. Il faut savoir que jusque dans les années 50, il y en avait pratiquement à tous les coins de rue. C'était quoi? C'était, aujourd'hui, on parle des GAC, groupements d'achat collectif. Hein, c'est tout sauf neuf, les GAC. Hein. C'est tout sauf innovant. On avait des coopératives jusque dans les années 50 et 60. C'était quoi? C'était les ouvriers, par entreprise, par bassin industriel, s'organisaient, achetaient en gros et revendaient au détail auprès de ceux qui étaient membres de la coopérative. Et donc, grâce à leur achat collectif, c'était beaucoup moins cher pour les ouvriers qui participaient à ça. Dans la région du Centre, dans la région liégeoise, dans la région de Charleroi, à Bruxelles, il y a toujours une structure qui s'appelle la Fédération belge des coopératives. Ils sont encore 4, mais bon, je plaisante. Mais ils sont un peu plus que ça. Mais de nouveau, les petits ouvriers qui s'arrangent entre eux pour payer leur pain et leur viande moins cher, ça ne va pas faire de pognon. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, ben si, ça marchait très bien les coopératives. Ça dégageait une marge vraiment très importante. Et qu'est-ce qu'on a vu à partir des années 60? Les grandes surfaces. Les grandes surfaces qui se sont installées avec une capacité d'investissement beaucoup plus importante que ce que les coopératives avaient. Donc, s'installer en dehors du centre-ville, proposer des parkings, proposer l'ensemble des biens de consommation nécessaires pour que les courses soient faites en une fois pour la semaine. Et ça a tué complètement le mouvement coopératif. La mise au point du modèle économique, ce qui est le plus difficile, hein, c'est mettre au point quand on a une nouvelle idée. D'abord, les nouvelles idées sont très rares. Et deux, une fois qu'on l'a, c'est réussir à développer le modèle économique qui va le solvabiliser. C'est ce qu'il y a de plus dur. Ben, ici, toute la recherche-développement par rapport à ça a été fait par le mouvement coopératif. Les grandes surfaces n'ont eu qu'à s'installer et à reprendre ce qui était. Voilà, c'est un autre exemple peut-être encore plus parlant que celui sur les titres services. Ouais. Dans ces exemples-là, on vient de l'aspect négatif d'une reprise par l'économie classique. Est-ce que des fois, c'est pas un point positif de se dire que le non-marchand peut attirer sur une problématique que le club s'arrange avant et qu'après soit pris, si c'est fait de manière régulée, plus ou moins éthique, est-ce que c'est vraiment négatif? Encore une fois, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Pour vraiment relativiser ce que j'ai dit par rapport au titre service, il y a je ne sais plus combien il y a d'entreprises intérimaires qui sont agréées pour faire du service. Il y en a qui font ça très bien, qui respectent leurs travailleurs, où les gens sont payés correctement, où il y a la loi sur le contrat de travail est respectée. Donc, encore une fois, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, c'est une gamme de gris. Ce que je reproche en tout cas ce sur quoi je veux plutôt attirer votre attention, c'est, encore une fois, tout le travail d'investissement, de recherche en développement est pris en charge dans une logique non marchande et souvent avec des financements de la collectivité. L'exploitation de cette invention ou de cette innovation, de mon point de vue, les retours
les bénéfices de cette innovation sociale ou de cette avancée devraient revenir à la collectivité. À partir du moment où ils sont pris en charge par des entreprises qui ne sont strictement à but lucratif, pour moi en tout cas, ça pose question. En tout cas. Donc ce n'est pas tellement que ce soit repris par le privé en tant que tel. À partir du moment où on a des logiques privées à but lucratif, mais c'est encadré, c'est sur des missions spéciales, et qu'encore une fois, on a des gens tout à fait honnêtes et clean devant soi, pourquoi pas. Mais sur le principe que les investissements publics et non marchands, les bénéfices plutôt des investissements publics et non marchands reviennent à la collectivité, ça me semblerait plus sain, quoi. J'ai assommé tout le monde. Pas de question ? Voilà. Désolé si c'était du martelage, on me rend bien compte, mais pas facile de faire une demi-heure de sujet là-dessus. Enfin voilà. Ben, merci de m'avoir écouté en tout cas. Je t'envoie le PowerPoint. Hein. Pas la peine, vraiment pas.